Bonjour à toutes et à tous. Quand on cherche à sauver l'hôpital, on pense tout de suite à l'argent, au lit, à la technologie. Mais si on se trompait de combat? Et si la solution la plus puissante se cachait ailleurs? Non pas dans les budgets, mais bien dans la façon dont on gère les équipes, celles qui sont au front tous les jours. Aujourd'hui, on explore une idée toute simple mais radicale. Pour guérir notre système de santé, il faut d'abord commencer par soigner celles et ceux qui le font vivre. C'est une question qu'on a tous en tête, non? Les urgences qui débordent, les déserts médicaux, la difficulté d'avoir un rendez-vous. On sent bien que le système est sous tension. Alors avant de chercher le remède miracle, posons le diagnostic. Quels sont vraiment les symptômes de ce mal qui ronge notre santé? Le constat, on le connaît par cœur. Il manque de soignants, les budgets sont toujours plus serrés, alors que la demande de soins, elle, explose. Et face à ce tableau, on a l'impression que les vieilles recettes ne marchent plus. C'est justement pour ça qu'il est grand temps de regarder ailleurs, d'explorer une piste radicalement différente, une piste managériale. Alors, voilà le programme. On va partir du constat de la crise, explorer cette fameuse piste managériale, découvrir un modèle d'action très concret qu'on appelle la pyramide des pratiques, puis on va regarder l'impact que ça peut avoir avec des chiffres à l'appui, et enfin on verra les conditions pour que tout ça fonctionne vraiment. Allez, on y va. Face à la crise, le réflexe, c'est de parler de chiffres, de budget, d'équipement. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? Et si la plus grande richesse d'un hôpital, ce n'était pas ses scanners, mais bien son capital humain? C'est cette idée qu'on va creuser. L'idée que bien gérer les femmes et les hommes qui soignent, c'est peut-être le plus puissant de tous les remèdes. Alors, quand on parle de gestion des ressources humaines, la fameuse GRH, il faut tout de suite chasser l'image des fiches de paye et de la paperasse. Non, ici on parle d'une approche vraiment stratégique. La question c'est comment on organise, comment on motive, comment on fait grandir les équipes pour qu'à la fin, l'objectif ultime soit atteint, de meilleurs soins pour tout le monde. Et attention, ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, c'est du solide, c'est validé par la science. Tout ce qu'on va voir s'appuie sur une méta-analyse, c'est une sorte de super étude qui a compilé et analysé les résultats de 45 recherches différentes menées sur 20 ans. Bref, on est sur des bases très très sérieuses. Bon, mais alors concrètement, comment on fait? Les chercheurs ont mis au point un modèle pour y voir plus clair, un modèle en forme de pyramide. C'est une structure à 3 étages qui nous montre comment bâtir une gestion du personnel qui tient la route, de la base jusqu'au sommet. Là voilà, cette fameuse pyramide. Regardez bien comment elle est construite. Tout en bas, on a les fondations, ce qu'on appelle les pratiques structurelles. Juste au-dessus, on trouve les pratiques développementales, là où on investit sur les gens. Et tout en haut, au sommet, on a les pratiques relationnelles, celles qui vont créer l'ambiance, le climat de travail. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que tout est lié. Chaque étage repose sur celui d'en dessous. On ne peut pas avoir une bonne ambiance si on ne forme pas les gens, et on ne peut pas bien former les gens si les fondations ne sont pas solides. On va détailler un tout petit peu. Les pratiques structurelles, c'est le socle, le béton de l'édifice. Avoir assez de monde, des plannings qui tiennent la route. Ensuite, les pratiques développementales, c'est l'investissement sur l'avenir, la formation, l'accompagnement des carrières. Et enfin, les pratiques relationnelles, c'est un peu l'huile dans les rouages. Un bon leadership, la reconnaissance du travail bien fait, une communication fluide. Pour que ce soit encore plus clair, mettons la base et le sommet face à face. D'un côté, on a le hardware de l'organisation, les effectifs, les plannings, bref, le concret. De l'autre, on a le software humain, la qualité du management, la communication, le respect. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On n'aura jamais une bonne ambiance de travail si la structure de base est bancale. Et à l'inverse, même avec des effectifs parfaits, si le management humain ne suit pas, ça ne marcherait pas. D'accord, c'est un joli modèle sur le papier. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les patients? Est-ce que ça a un impact concret sur leur santé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et croyez-moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On va commencer par une question toute simple, qui touche à la base de notre pyramide, les effectifs. Imaginons un service. Dans ce service, chaque infirmière doit prendre en charge un seul patient de plus, juste un. Quelle peut bien être la conséquence? La réponse est un choc. Ça augmente la mortalité de 7%. 7%. Ce chiffre, il vient d'une étude hyper célèbre et il est terrible. Il montre un lien direct, brutal, entre une décision de planning et la survie des patients. Ça veut dire que la GRH, ce n'est pas juste de l'administratif. Non, ça peut être une question de vie ou de mort. Ok, maintenant, on monte d'un étage dans notre pyramide. Intéressons-nous à l'investissement dans les compétences. Que se passe-t-il quand on prend le temps de former, mieux et plus souvent, le personnel soignant? Là encore, les résultats sont spectaculaires. Une bonne formation continue, ça peut améliorer jusqu'à 40% le respect des standards cliniques. 40%. Pensez aux règles d'hygiène, aux protocoles, c'est énorme. Et ça augmente aussi la précision des diagnostics de près de 19%. Bref,
Investir sur les compétences des soignants, c'est investir directement dans la sécurité des patients. Et enfin, tout en haut de la pyramide, le relationnel. Et là, il y a une conclusion de la recherche qui est absolument fondamentale. Ce qui motive le plus les équipes, ce n'est pas l'argent. Non, c'est la qualité du management, le soutien des collègues, le sentiment de faire partie d'un projet commun. Un climat de confiance, c'est donc un levier de performance directe. Mais attention, ce serait trop simple s'il suffisait de piocher une ou deux bonnes idées pour que tout change. Non, ce n'est pas une baguette magique. Pour que ça marche, il faut que plein de conditions soient réunies. C'est tout un système qu'il faut construire, et c'est ça qui est compliqué. Ce schéma a l'air un peu complexe, mais l'idée derrière est assez simple. Suivons le chemin. Tout part de la gauche, les fameuses pratiques RH qu'on vient de voir. Ces pratiques, elles activent des mécanismes comme la motivation ou l'engagement des équipes. Et cet engagement, il a un impact direct sur les résultats, en bas, la qualité des soins, la sécurité. Mais regardez bien les flèches qui viennent du haut. Ça, c'est le contexte, ce que les chercheurs appellent les facteurs modérateurs. Et ce contexte, il peut soit amplifier tous les effets positifs, soit tout bloquer. Alors, c'est quoi ce fameux contexte? Eh bien, il y a les contraintes budgétaires, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi la cohérence stratégique. Ça ne sert à rien de former les gens au travail d'équipe si on les évalue individuellement. Il y a la culture de l'établissement qui joue un rôle énorme. Et puis de plus en plus, on voit que la digitalisation des outils RH peut être soit un formidable accélérateur, soit un frein terrible. Le mot-clé, le point absolument central, c'est donc la cohérence. Une super politique de formation n'aura quasiment aucun effet si, à côté, les effectifs sont à la ramasse et que le management est toxique. C'est seulement quand toutes ces pratiques sont alignées, intégrées dans une vision globale, qu'on peut créer un véritable cercle vertueux. Si on devait vraiment résumer toute cette analyse, ne garder qu'une seule idée, la plus importante de toutes, ce serait laquelle? La voilà. Gérer les ressources humaines en santé, ce n'est pas une fonction support, ce n'est pas un centre de coût qu'on essaie de réduire. C'est une activité qui est au cœur même du soin. Parce qu'au final, la qualité de la gestion des équipes détermine directement la qualité des soins qui sont donnés aux patients. Et pour finir, projetons-nous un instant. On a vu que la digitalisation est un des facteurs clés. Alors, à l'heure où l'intelligence artificielle commence à révolutionner les diagnostics, les traitements, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi devenir le meilleur outil du manager pour prendre soin de ses équipes? En somme, la technologie sera-t-elle le stéthoscope de demain, celui qui permettra d'ausculter la santé des organisations? La question est posée. Merci beaucoup.